la possibilité de réaliser un film romantique, Jeff Bridges et Karen Allen, une histoire d'amour avec seulement une scène sentimentale tout à la fin, un E.T. adulte, mon fil, le plus hollywoodien. On peut dire que Carpenter n'est pas en reste au niveau de prendre du recul sur sa filmographie, avec cette histoire absolument géniale où, en 1977, les Américains lancent la sonde Voyager 2 à travers l'espace en quête de nouvelles formes de vie. À son bord, un disque vidéo en or avec toutes les langues terrestres retranscrites ainsi que des images de notre planète. Un disque en or sur lequel était enregistré « Salutations dans 54 langues parlées sur la Terre ». 7 ans plus tard, un vaisseau spatial est abattu et s'écrase dans le Wisconsin. Le pilote extraterrestre se réfugie chez une jeune veuve et prend l'apparence du défunt mari. Kidnappant celle-ci au départ, ils devront traverser tout le continent en 3 jours pour y rejoindre un autre vaisseau. Passé ce délai, il meurt. Certains se demandent encore comment John Carpenter a pu s'intéresser au mélodrame, lui qui s'était tant attaché à nous démontrer que le mal existe. Et pourtant, cela fonctionne tellement bien à l'écran que l'on peut se poser la question de savoir pourquoi ce conteur d'histoire ne s'y est pas intéressé auparavant. Ici. Vous savez où se trouve cet endroit? Le projet Starman devient réel quand la Columbia s'est aperçue que lâcher l'histoire de E.T. pour la vendre à Universal a été une belle connerie, vu le succès de ce dernier. Le script a été acheté en 1979 et soutenu depuis par Michael Douglas, grand producteur s'il en est, et va chercher le réalisateur idéal. L'Arizona peut-être. Je veux être conduit. L'Arizona peut-être. Plusieurs réalisateurs s'y essayèrent, mais sans succès, et ce malgré leur popularité dans le genre, puisqu'il ne s'agissait pas moins de John Badham, réalisateur de War Games et Tonnerre de Feu, Adrian Lyne, réalisateur de Flashdance, puis de films provocateurs comme 9 semaines et demie, Liaison fatale ou Proposition indécente, Mark Riddell, celui qui a fait La Rivière ou The Rose, Peter Yams, l'homme de Outland, Presidio et j'en passe, et finalement Tony Scott, qui de Top Gun à True Romance est devenu après Les Prédateurs le réalisateur à succès que l'on sait. Arrête de te faire du mal, Johnny, va te coucher. Âgé à l'époque de 37 ans et accueillant en son foyer son premier enfant pendant le tournage, Carpenter se rend compte qu'il est un réalisateur de films cultes bien payé pour faire ce qu'il aime, mais uniquement associé à l'horreur et au fantastique. Raconter l'histoire de Starman est pour lui l'occasion de se renouveler et de s'impliquer enfin dans une histoire intime et profondément humaniste, même si le fond est quand même assez triste et sentimental. L'histoire en reste quand même très positive. Il est important pour le réalisateur de s'essayer à ce genre. Le film est centré sur les acteurs et uniquement eux. Carpenter va utiliser d'ailleurs des gros plans assez souvent, ce qui n'était pas sa marque de fabrique. C'est aussi, à l'instar de ses autres films, une œuvre sur un rôle de femme éblouissant où l'espoir avec son final se ressent dans chaque pore de notre peau. Le film est beau et nous laisse sur le cul avec son mélange d'amour, d'action, d'aventure et de poésie. Le Starman, au travers de son périple, va rencontrer de vrais Américains d'une bonté absolue comme de réels connards, avec ce chasseur qui va nous donner une scène inoubliable et de vrais passages fantastiques. Pardon, mademoiselle, je suis sûr que vous aimez la viande. Qu'est-ce que vous diriez d'un bon cuisseau de daim? La scène d'amour dans le train et l'annonce du bébé en finale, pleinement envahissante d'émotions, simple et pure, et me laissant des larmichettes à chaque fois. Je vous ai donné un bébé cette nuit. Non. Le gouvernement n'est pas en reste, puisqu'il poursuit l'extraterrestre au travers de 2 hommes, le bon, celui qui veut rencontrer l'extraterrestre, et le méchant, qui lui n'est pas là pour la paix, mais bien pour le disséquer. Cette soi-disant créature se baladerait tranquillement dans la campagne, dans une Mustang orange et noire 77. Pour Carpenter, le scénario de Starman lui rappelle le film New York-Miami de Frank Capra, un chef-d'œuvre dans lequel une femme tombe amoureuse pendant un voyage en bus. Mais elle rappelle aussi celle du E.T. de Spielberg, le film maudit pour Carpenter car il fut une des raisons, si ce n'est la raison, de l'échec de son The Thing, sorti 3 semaines avant, et va lui permettre de montrer qu'il peut sortir de sa zone de confort pour nous donner un film à la hauteur de ces fameux auteurs, eux, qui le conspuent.
C'est sa revanche, c'est sa façon de montrer qu'E.T. doit disparaître de sa vie. Il va commencer le film par une scène spatiale, mais sans vaisseau extraterrestre au départ, mais avec la sonde américaine envoyée dans l'espace pour un premier contact. Alors contact il y aura, hein, une fois récupéré le message, hein, un vaisseau va partir vers la planète Terre. Les deux films, E.T. et Starman, pourraient être par leur similitude comparés, mais là où Spielberg parle de l'amitié entre un enfant et un extraterrestre, on est ici sur une vraie grande histoire d'amour entre adultes, entre une femme et un homme, ou un extraterrestre qui a pris l'apparence de son défunt mari. Une relation qui est bien sûr compliquée pour la jeune femme. Hein. Pourquoi vous ressemblez tant à Scott? I can get no satisfaction. C'est Dean Reisner, hein, connu pour des scénarios tels que L'Inspecteur Harry ou Un frisson dans la nuit de Clint Eastwood, qui rédigea la dernière version du script, ce qui emballa Carpenter. Mais malheureusement pour lui, il ne fut pas crédité au générique par la guilde des écrivains préférant Evans et Gideon, les auteurs du script original. Mon salut. Tu vas la lâcher, salopard, ou je vais t'en foutre, moi, des saluts. Carpenter étant lui bien certain de ne pas mettre en scène une histoire créée par ces deux scénaristes, hein, qu'il n'a d'ailleurs jamais rencontré, il va remercier Reisner dans le générique de fin en guise d'hommage pour son travail. Le reste de l'équipe sera à peu près la même que sur Christine, hein, puisque le réalisateur d'Halloween préfère toujours travailler en famille. Seul Dean Cundey, hein, son directeur de la photographie, déjà absent sur Christine, n'apparaît pas au générique, les deux hommes ayant décidé de se séparer pour divergences personnelles et professionnelles, Cundey voulant s'essayer à la réalisation. Il y est remplacé par Don Morgan, dont le travail est superbe et qui nous avait déjà régalé avec Christine. Le tournage a eu lieu au Nevada, en Arizona, à Washington DC et dans le Tennessee. Donc avec un budget de 20 millions de dollars, hein, Carpenter va faire appel à la plus grande boîte d'effets spéciaux de l'époque, celle bien sûr de George Lucas ILM, hein, Industrial Light and Magic, et à trois des plus grands maquilleurs de l'industrie cinématographique, Stan Winston, et oui, l'homme de Jurassic Park et des Terminator, Rick Baker qui nous a régalé avec des Gremlins ou le Loup-garou de Londres, et le grand Dick Smith qui a fait bien sûr L'Exorciste au doigt du réel ou Little Big Man. Au contraire de beaucoup de films, les effets servent l'histoire à défaut d'en être le sujet principal. Les réalisateurs d'aujourd'hui pourraient peut-être en prendre un petit peu exemple. Le but principal de Carpenter, hein, était de rendre Starman et ses pouvoirs crédibles. Il va donc décider de concevoir lui-même la technique extraterrestre aux grandes dames d'ILM qui avaient pour habitude de concevoir elles-mêmes ses propres trucages. Carpenter tient bon, hein, et la société de George Lucas va devoir faire avec, ce qui créera quelques tensions au sein des équipes, hein, les deux parties aimant travailler en étant maîtres de tout à 100%. Le grand défi des idées de Big John fut de concevoir le vaisseau du Starman ainsi que le grand vaisseau principal qui devait refléter les étoiles et tout ce qui se trouvait à proximité. Il s'écrase et rappelle le film qui avait terrorisé le Big John étant jeune, Le Météore de la nuit, qui commençait par justement un météore qui nous arrivait en 3D en pleine gueule, un film de Jack Arnold. Et au contraire de ce film, hein, va commencer avec une explosion impressionnante dans les bois. L'explosion fut supervisée par le spécialiste Roy Arbogast, hein, qui avait travaillé sur The Thing et Christine, et l'explosion dans les bois va cumuler en feu et en explosion ce qui avait été fait sur les deux films précédents. Roy travaillera sur la poursuite en voiture, hein, qui finit aussi en explosion avec un camion-citerne, là encore impressionnante. Le grand vaisseau du final, hein, devait lui aussi refléter le décor donc du cratère du météore. Pour le vaisseau du Starman, une maquette noire supervisée par les maîtres de l'animation suffit, mais le grand vaisseau final, ce fut un travail de longue haleine supervisé par Bruce Nicholson. Ils allèrent sur les lieux mêmes du site, hein, et filmèrent avec un objectif fisheye pour déformer l'image. Ils projettent alors le film sur un dôme qui déplace et qui donne cet effet de reflet sur le vaisseau spatial.
Mais un des plans les plus impressionnants du film est un trucage qui ne concerne aucunement ni la science-fiction ni le fantastique, puisqu'il s'agit du plan très furtif d'un train à vive allure dans le désert de Las Vegas. Ce fut une maquette filmée avec un matte painting de la grande ville du jeu en arrière-plan. Carpenter voulait absolument ce plan en matte afin de donner une certaine stylisation au film. Le résultat est magique, tant dans la vision sur écran que dans le réalisme du travail effectué. Greg Barron, le responsable de la photo sur matte painting, pense qu'il ne sert à rien d'essayer de faire mieux que la réalité, mais il est très inquiet pour cette scène car tout le monde a l'habitude de voir passer des trains. Après avoir discuté pour choisir entre filmer un vrai train ou une maquette, l'équipe des effets spéciaux utilisait un petit train électrique qui était plus facile à éclairer et qui rendait cette partie du film complètement magique comme le souhaitait Carpenter. C'est avec le procédé dit d'image latente mise au point pour E.T. qu'ILM réussit ce tour de force. La maquette miniature est d'abord filmée, puis le département qui s'occupe des maths va récupérer le négatif original pour filmer le décor avec. Le risque de cette opération est qu'à la moindre erreur, le négatif est perdu, il ne reste plus qu'à tout retourner. Mais l'image qui en découle est d'une qualité par contre incomparable. Le train fut filmé sur un fond de 7 mètres par 10 peint par Chris Evans. Les phares de la maquette éclairent un sol fait de sable et de microbulles. L'objectif utilisé pour le train était un 50 mm. Un autre trucage très effarant dans ce film, c'est sans nul doute l'extraterrestre qui rentre dans une boucle de cheveux jusqu'au stade moléculaire. Mike McAllister a filmé les 5 stades de 5 maquettes avec des caméras télécommandées et le challenge fut de combiner ces différents niveaux en un seul plan pour que la fin d'un des stades corresponde parfaitement au début de l'autre. Pour 2 des séquences, McAllister va utiliser des flashs tandis que les 3 autres se raccordent parfaitement. Une fois encore, grâce à ILM et aux maquilleurs, les effets spéciaux nous auront fait passer de grands moments, spectaculaires et intimistes à la fois, et nous rappellent qu'une des devises principales de John Carpenter, qui est que les trucages ne font pas un film, ils servent l'histoire. Justement, ces maquillages pour donner naissance aux visiteurs sont pour l'époque absolument bluffants. Ils sont créés donc par Rick Baker et Stan Winston sous la supervision du grand Dick Smith. La scène, malgré quelques défauts, fait mouche. Dick Smith est connu pour ses maquillages sur de grands films, comme Little Big Man où il vieillit Dustin Hoffman, dans le film d'Arthur Penn, Le Parrain 1-2 de Francis Ford Coppola, L'Exorciste bien sûr de William Friedkin avec lequel il effraya le monde, Taxi Driver de Martin Scorsese, Marathon Man de John Schlesinger, Voyage au bout de l'enfer de Michael Cimino, Fury de Brian De Palma, Au-delà du réel de Ken Russell, Scanners de David Cronenberg, Les Faucons de la nuit de Bruce Malmuth, Les Prédateurs de Tony Scott ou bien sûr le Amadeus de Milos Forman où il obtint enfin l'Oscar, loin d'un train manche. Winston et Baker, bien connus sur cette chaîne, furent ravis de collaborer avec le maître. Chaque effet spéciaux sont aussi accompagnés d'effets sonores en parfaite adéquation avec ces scènes-là et donnent au film une spécificité très carpentérienne du meilleur goût. En ma qualité de secrétaire général des Nations Unies, j'adresse mon salut. Qu'est-ce qu'il y a? Maxi tarte aux pommes. Les acteurs furent choisis par John Carpenter lui-même. Alors d'abord Kevin Bacon fut envisagé, puis Tom Cruise. Celui-ci a été pris sur le tournage de Legend et malheureusement c'est le retard accumulé qui allait faire perdre presque un an au tournage de Starman. Il est formidable. Et c'est en voyant Karen Allen que Carpenter va jeter son dévolu sur l'actrice et du coup vieillir le couple, rejetant ainsi Tom Cruise, ce que les studios verront d'un mauvais œil. Vous donnez le meilleur de vous-même quand tout semble perdu. Laissez-le partir, monsieur Sherman, je vous en supplie. Jeff Bridges, qui était à l'époque la star de trône des studios Disney, fut engagé pour son jeu d'homme-enfant. Le moins que l'on puisse dire, c'est que l'acteur a parfaitement su se fondre dans le rôle et c'est bien grâce à lui que cette histoire fonctionne. Sa façon de découvrir la douleur, les saveurs et la beauté de notre monde, ainsi que ce qu'il y a de plus laid, est absolument fascinante. Dans mon corps, il y a un terrible creux. C'est ça, avoir faim.
Bridge fut par la suite le personnage principal de plusieurs films, comme Tucker de Francis Ford Coppola, Fisher King de Terry Gilliam, aux côtés de Robin Williams, 8 millions de façons de mourir de Al Ashby et bien d'autres grands films. Il fut nominé aux Oscars pour son interprétation du Starman et reçut le Saturn Award en 1985. Il va savoir toutes les choses que je sais, et quand il sera un homme plus tard, il va devenir un maître. Il est doublé ici par le fabuleux Richard Darbois que l'on adore, qui change encore une fois de voix pour ce personnage génial joué par Jeff Bridges et dont l'excellence de son travail n'est plus à prouver. Qu'est-ce que je fais moi? Seulement vous ressemblez tellement à Scott que... Karen Allen est choisie à New York et Carpenter va lui donner le rôle où elle y est superbe, un vrai rôle de femme marquant et d'une justesse incroyable. Cette femme, veuve, est prostrée chez elle depuis la perte de l'homme de sa vie, n'ayant pas la possibilité d'avoir eu un enfant avec lui. Le Starman changera sa vie en lui redonnant espoir et bien sûr amour. Un bébé garçon. Il sera humain. Une vraie romance intelligente qui ne tombe jamais dans le pathos ou le mélo bas de gamme. Karen avait bien sûr joué le rôle de Marion dans Les Aventuriers de l'Arche perdue, en compagne d'Indiana Jones. Elle commença sa carrière avec American College, puis un nombre de films sympathiques, dont La Chasse de William Friedkin. French Lover aux côtés de Thierry Lhermitte est réalisé par Richard Marquand, le réalisateur du Retour du Jedi, puis dans Terminus avec Johnny Hallyday. Et oui, Fantôme en fête avec Bill Murray, Malcolm X de Spike Lee, et a aussi été vu, paraît-il, dans un hypothétique film qui serait sorti et qui s'appelle Indiana Jones et le Royaume de Cristal. Apparemment sorti en 2008, j'ai pas de source sûre. Peut-être que dans les commentaires vous me direz si ça existe ou pas. Mieux que formidable. Mieux que la tarte aux pommes. Elle est doublée superbement par Elisabeth Margoni. Charles Martin Smith joue le scientifique spécialiste en ufologie Mark Shermaine. Il est du côté extraterrestre et se bat constamment afin d'éviter que le Starman soit tué ou autopsié. Mais qu'est-ce que c'est que tout ce bordel? Un homme qui a vos connaissances scientifiques devrait être en mesure de se rendre compte que nous avons improvisé une salle d'autopsie. Il a une phrase dans le film très importante que Carpenter se pose trop souvent. Qui sont les missionnaires et qui sont les cannibales? Ouais, mais dans le cas présent, la question est... Qui est le missionnaire et qui est le cannibale? Smith est connu pour American Graffiti de George Lucas, Les Incorruptibles de Brian De Palma, Un homme parmi nous de Carole Ballard, et j'en passe. Il est doublé ici par Jean-Pierre Bouvier, grand acteur de théâtre. S'il y a une chose que je ne tolérerai pas de votre part, c'est une leçon de morale. D'accord, je me fous de la morale. Richard Jekyll est l'infâme George Fox, donc l'agent du gouvernement implacable à la poursuite du Starman. Sa filmographie est absolument monstrueuse, de la série télévisée au plus grand film, et il est doublé ici par le grand Marc Cassot, doubleur légendaire et voix de Paul Newman, Dumbledore dans les Harry Potter, et Ian Holm en Bilbo chez Peter Jackson, et tant d'autres. Eh ben alors, on fait du sentiment? T'as dû pleurer quand t'as vu Bambi? Ted White, qui joue le chasseur rustre et complètement con, est un acteur et cascadeur. Il sera le doubleur pendant très longtemps de John Wayne et joue régulièrement à la télévision, on l'a vu par exemple dans Magnum. Ayant besoin d'argent, c'est lui qui va jouer par exemple Jason Voorhees dans le Vendredi 13-4, chapitre final de Joseph Zito. Le jouant à contre-cœur, il va demander à ne pas être crédité au générique, mais sera crédité quand même dans le 7e épisode pour les scènes de flashback. Il est parti là-bas, dans les bois. Ah oui, sans blague. Il sera furieux sur le tournage de cet épisode 4 parce que la jeune actrice Judy Aronson crevait de froid, nue sur son radeau, et le réalisateur ne faisait rien pour l'aider. Il menaça de se barrer du tournage, et Zito, n'ayant pas le temps de trouver un autre Jason, aida la jeune femme qui était déjà atteinte d'hypothermie, en pleurs, souffrant du froid. Et alors? Hé Bingo. Il est ici doublé par Claude Joseph, voix de Gene Hackman, George C. Scott ou l'oncle Owen dans le premier Star Wars et plein d'autres. T'es dans quoi? Dans quoi? Tu bosses? À part du stop, tu fais quoi dans l'existence? Comme d'habitude, nous avons George Buckflower, qui après The Fog et New York 1997, puis plus tard Invasion Los Angeles, va jouer ici le cuistot du restaurant avec lequel Starman va s'échapper sur la route. Nous sommes prêts, monsieur. Et après The Thing, nous voyons Carpenter prendre goût à piloter les hélicoptères, et dans Starman, il va jouer un de ses pilotes dans la scène du cratère, et on le voit assez clairement sur 2 plans.
Sur The Thing, Carpenter et Alan Howard avaient signé quelques morceaux d'ambiance en complément de la partition d'Ennio Morricone qui avait elle été bien coupée. Starman est donc le premier film dont il ne signera pas la partition, même si la musique de Jack Nitzsche ressemble à s'y méprendre aux compositions de Big John, puisque l'usage de synthétiseurs y est omniprésent et sert le film admirablement par son romantisme ou ses scènes de suspense. Jenny Eden. Le pressage du disque est admirable, bien que tous les morceaux soient présentés dans le désordre. Seul défaut, la chanson All I Have to Do Is Dream, interprétée par les deux acteurs principaux, n'est pas utile et on s'en serait bien passé. Nitzsche a longtemps travaillé avec Sonny Bono, Phil Spector et collabora avec les Rolling Stones ou Neil Young. Il va se tourner vers la musique de film avec des films comme Vol au-dessus et le coucou de Milos Forman, de La chasse de William Friedkin, Officier et Gentleman de Taylor Hackford, Le diamant du Nil de Lewis Teague, 9 semaines et demie d'Adrian Lyne, Stand By Me de Robert Reiner avec peut-être une des musiques du film les plus courtes du monde puisqu'elle dure à peu près 9-10 minutes, le Revenge de Tony Scott dont il a écrit une de ses meilleures partitions et que Quentin Tarantino adore, ou les premiers films de Sean Penn comme The Indian Runner ou Crossing Guard. Il décède à 63 ans en août 2000. Mais Starman, la musique, fait preuve d'une originalité et d'une musique très soignée. Elle est à l'image du film, sentimentale et poétique. Quelques années plus tard, malheureusement, les studios créèrent une série télévisée d'après le film. C'est une nouvelle version du Fugitif ou de l'Incroyable Hulk, assez mal faite, il faut le dire, diffusée sur ABC entre septembre 86 et mai 87. Elle ne durera qu'une saison, elle raconte le retour du Starman à la recherche de son fils. Carpenter n'étant absolument pas impliqué dans la série, ne vous faites pas chier à aller chercher les épisodes. C'est Robert Hayes, la star des deux Y a-t-il un pilote dans l'avion, qui joue l'extraterrestre. La série se regarde avec nostalgie pour certains en tout cas, mais sans plus. Elle garde un certain nombre de fans qui ont créé plusieurs sites internet sur la série. Elle fut diffusée en juillet 88 en France, 3 ans après le film. L'adaptation du film en livre fut écrite par Alan Dean Foster, qui était déjà responsable des adaptations des Aliens ou de The Thing. Elle est sortie à l'époque chez J'ai lu. Le bébé saura. Donc la critique adore le film, Jeff Bridges est nominé un peu partout, mais le public n'en fera pas un carton. Mais c'est un succès honorable. Personne ne croyait d'ailleurs dans ce film, Douglas y compris, et l'équipe plus encore. Les gens pensaient que le film serait de la merde, d'après les dires du grand Big John. Je vous aime. Cela restera une des meilleures relations que Carpenter ait eues avec un producteur et un grand film d'aventure romantique aux acteurs impeccables, aux effets réussis, à la photo superbe et dont le message sur notre belle planète est encore d'actualité aujourd'hui. Starman mérite un beau 6 sur 6 parce que nous aussi, amateurs de films burnés, avons le droit à l'amour et au romantisme, à la poésie et à l'aventure, et oui, nous y avons droit. La fin me fait chialer, mais réjouissons-nous, parce que le prochain Carpenter que j'ai chroniqué, c'est Jack Burton. N'hésitez pas à me dire si vous avez aimé cette vidéo ou pas, pouce haut, pouce bas, vous savez, connaissez la musique, abonnez-vous, c'est gratos. Il y a du gros lourd qui arrive, je vous dis à bientôt, bye bye.